Bienvenue sur Isadora Bessé, le podcast où une comédienne et un poète échangent autour d'une tasse de café. Aujourd'hui, le poète Régis Dequet est absent et c'est donc moi, Clarence Massiani, qui vais prendre la parole et je vais partager avec vous quelques extraits d'un livre que je viens de terminer qui s'appelle Les Gueules Noires d'Émile Morel aux éditions À Propos. Le premier extrait provient d'un récit, d'une nouvelle qui s'appelle La Paye. D'un bond Bécu s'est levé éperdu et les yeux fous, le regard comme fasciné en apercevant les 4 planches de sapin qui semblent les bris d'une bière neuve. Il tend vers elle des bras raidis de visionnaire, des bras qui se défendent contre une apparition, puis il fait entendre une sorte d'aboiement rauque, d'où les mots sortent étranglés, cercueil. Le paysan ne rit plus, sa femme et son fils se sont levés, tous 3 contemplent cette phase de folie et tous 3 sentent passer en eux un frisson d'épouvante. Émerveillé, éveillé, le malheureux voit encore le surnaturel et le fantastique de son rêve. Maintenant ce n'est plus, comme dans le sommeil, la seule illusion imaginative de la peur, c'est un effroi atroce de toute la chair, c'est une panique du cœur et un spasme hideux des nerfs. Mais l'hallucination ne dure qu'un instant comme un ressort qui se casse, les nerfs brusquement se détendent et les bras roidis tombent. Seul, le regard conserve une expression d'étranges égarements. D'une main inerte, mollement, Bécu s'essuie le front, puis il prend son chapeau de cuir posé sur la table et le met sur son crâne chauve. À ce moment, la paysanne vient se planter devant lui, tout son lent corps maigre de vieille bique frémissante encore et d'une voix blanche. « Ah, mais avant de vous en sauver, il faut me payer. Ça fait 30 sous que vous me devez. » Lui, gauchement, tâte son bourgeron et en tire un franc ainsi qu'une petite pièce. Quelques sous sont tombés, il ne les ramasse même pas. Il se dirige vers la porte, non en titudant comme un homme ivre, mais du pas défaillant d'un homme qui vient de recevoir un grand coup sur la tête. Il avance dans la nuit glacée. Tout est sombre dans le vallon, et il n'y a que les 2 yeux lumineux de la maison d'où il sort qui le regardent s'éloigner. Le chien a encore hurlé dans la fabrique abandonnée et puis s'est tu, n'entendant plus le long du mur le pas rôdeur. La gorge serrée, la poitrine pantelante, Bécu va à pas entrecoupés. Dans sa tête bourdonnent encore les imprécations de la bande hurlante. « Mauvais père, salaud d'ivrogne !» Les mots argent et cercueil lui martèlent le cœur tour à tour, comme les gros marteaux des forgerons viennent l'un après l'autre en cadence frapper l'écume. De son cauchemar, il lui reste une sensation physique étrangement douloureuse et un frisson de mystère. Le souvenir des reproches et des insultes de la foule fantomatique l'effraie d'une façon superstitieuse et l'accable comme une malédiction. Il éprouve encore l'épouvante du surnaturel. Quoique conscient d'être éveillé, il craint que cette nuit sans ciel, ces ténèbres épaisses comme elle, l'étaient là-bas au fond quand sa lampe s'est éteinte. Il craint que ce ne soit la continuité du songe et qu'autour de lui ne surgissent encore d'affreuses choses. Le mois passé, durant l'horrible agonie de son petit gars qui avait été pressé entre 2 berlines, il pleura. Le jour de l'enterrement, lorsqu'il vit le fossoyeur enfouir le cercueil, il dut s'appuyer au bras de son fils aîné et puis ce fut tout. Les jours suivants, où reprit sa morne existence de houilleur, il ne ressentit plus rien. Peut-être que lorsqu'on a travaillé toute sa vie enseveli sous terre, il vous est entré tant de noir dans l'âme qu'il ne reste plus de place pour la tristesse. Mais ce cauchemar, c'est comme si son enfant s'était dressé devant lui pour le maudire, et cet argent qu'il a dans la poche, cet argent du cercueil, lui paraît un fardeau. Il avance toujours droit devant lui, montant péniblement la pente du sol, vaguement pâli par la neige. Tout à coup, dans l'espace de ténèbres, une énorme étoile surgit, puis 2,
puis d'autres encore brillant toutes d'un éclat immobile. C'est l'infini de la plaine avec les lumières électriques de ses fosses. Au loin vers la gauche, un immense incendie projette au ciel une large lueur. De hautes flammes se tordent, bleuâtres et sanglantes, et sur ce lointain embrasement des fours à coke, un vieux moulin du temps passé se silhouette les bras en croix. Bécu s'arrête pour souffler et aussi parce qu'il y a là, barrant sa fuite éperdue, une grande route dont les arbres dessinent en noir leur squelette torsionné sur la sinistre lueur. Il n'aurait qu'à la suivre cette route pour rentrer au coron. Il hésite. Mais non, il ne la suivra pas, car le coron, sa maisonnette de briques, tout ça pour lui reste hanté. Il les revoit par la pensée comme il les a vus en rêve. Il en garde un effroi surnaturel, l'effroi des êtres simples qui croient aux mauvais présages et aux revenants. Le lit mortuaire caressé par la lueur blonde du cierge, la foule maudissante, ce coucher de soleil dans lequel le coron baignait comme dans du sang, jusqu'à son corbeau apprivoisé qui frappait méchamment du bec à la fenêtre, tout ceci lui apparaît comme de sinistres et mystérieux ressentiments. Et sa confiance confuse dans une sorte de remords lui fait entrevoir la profanation qu'il a commise en s'ivrognant avec l'argent destiné à payer le cercueil. Deuxième extrait, intitulé « La jaune ». C'est fini. Les 20 houilleurs pitoyables ont été examinés. Ensemble, ils sont partis, groupe Ave. À présent, le docteur est seul, songeur devant le livre où s'alignent des noms avec en regard le résultat de l'observation médicale. Il songe avec tristesse à tout ce que, chaque jour, il découvre d'affreux, de tares héréditaires aggravés de tares professionnelles, dans ces grands troupeaux dévolus aux fatalités du labeur, et tout cela lui apparaît encore plus désolant dans ce pays envoûté par la désespérance d'un ciel éternellement sombre, qui pèse comme un bloc d'ennui. Envoyé dans ce nord par l'État, afin d'enquêter sur la mystérieuse anémie, il touche en même temps à toutes les plaies. Et il a conscience de l'inanité de son rôle, lui médecin, alors que le seul remède ne relève que du domaine social. Il hausse les épaules devant cet ouvrage de statistique. Il se demande ce que seront les générations futures de ces races de houilleurs, les petits-fils dégénérés de ces alcooliques, de ces tuberculeux qu'épuisent encore les larves des fonds. Et là, près de lui, dans le colosse de fer résonnent des bruits pressés, trépidants, comme si les féroces impatiences qui mettent en désaccord le travail et la vie soufflaient leur fièvre aux machines. Le docteur pousse un soupir et referme le livre. Il se lève, quitte sa blouse blanche et revêt sa redingote. D'un geste distrait, il brosse avec le revers de sa manche son chapeau haut de forme, sans guère y amener un reflet. Puis il descend les degrés de bois et sans se soucier de la pluie fine roule lentement une cigarette, en suivant du regard les épaisses volumes de fumée noire qui, sortis de la cheminée du bâtiment d'extraction, se déroulent très loin, lentes et lourdes. Tout en sifflotant son air mélancolique, le gardien Mossad a commencé de remettre tout en ordre cette roulotte où se dit, hélas, une bonne aventure lamentable.
Troisième extrait intitulé « Veuve » de ce livre magnifique, Les Gueules Noires d'Émile Morel, aux éditions À propos. Un long temps, elle demeure assise, inerte auprès du cercueil. Puis très lasse se lève et prend un à un les effets posés sur une chaise, vêtements de rechange que les trois hommes devaient revêtir après s'être débarrassés de leurs loques de fond humide de sueur, maculés de houille et de boue. Elle replie tout cela lentement, soigneusement, et de gros sanglots l'étouffent. 3 paires de sabots sont rangés près du poêle. Elle les pousse sous le lit aussi loin qu'elle le peut. Ensuite, elle prend la lettre qui se trouve sur la table. Longuement, des larmes plein les yeux, elle relit l'adresse. Elle relit le nom de son fils aîné, mais elle ne déchire point l'enveloppe qui tremble dans sa main et dans un tiroir, elle la glisse. Maintenant, elle va faire à cette chambre une toilette mortuaire. Sur le carrelage qu'elle veut laver, elle répand l'eau du baquet dans lequel ils eussent décrassé leur torse et leur face noircie. Mais elle défaille, ses mains se crispent sur sa poitrine. Depuis 2 jours, elle n'a pris aucune nourriture et la faim, celle dont la torture fait hurler les bêtes, la pousse à se saisir avidement d'un morceau de pain demeuré sur la table. Elle le dévore avec une voracité inconsciente, après quoi elle reprend sa tâche funèbre. Le carrelage étant devenu net, elle le saupoudre de sable fin, puis elle change les rideaux de la fenêtre et ferme le contrevent. Elle accroche aussi le volet de la petite porte vitrée qu'elle laisse entr'ouverte. Alors, dans la demi-obscurité, elle continue d'aller et venir, finissant de rendre décente et propre la petite chambre qu'habite le mort. Ici, c'est le devoir qui, malgré sa lassitude, la fait encore agir. Car elle n'aurait ni la force ni le courage de pénétrer dans la pièce voisine, là où couchaient ses 2 fils, dans cette chambre dont les lits encore ouverts gardent l'empreinte de leur corps. Dehors, des hommes passent, marchant au pas, et des sanglots suivent la civière qui s'éloigne. On heurte à la porte. Le médecin de la compagnie entre. Il est venu au coron pour avertir les veuves qu'il est nécessaire de laisser les cercueils ouverts afin que les gaz qui se dégageront des cadavres ne fassent éclater les planches de sapin. Et il ordonne à un ouvrier qui l'accompagne de déclouer le couvercle de la bière. Pendant ce travail, lui-même, ayant sorti de sa poche une fiole, asperge le sol avec un liquide nauséabond. Puis, en se retirant, il dit tout bas d'une voix doucereuse « Voyons, ma bonne femme, n'avez-nous donc ni un crucifix à mettre sur le linceul, ni un cierge à allumer auprès du mort ? Ces messieurs de la compagnie désirent pourtant que tout se fasse de façon convenable. Un prêtre, du reste, assistait à la remonte des corps. » Ayant vidé le tiroir d'une commode, elle a retrouvé un vieux chapelet et l'a posé sur le suaire. Ensuite, elle a allumé une bougie qu'elle a placée sur un siège auprès du cercueil. Mais comme elle n'a plus prié depuis 20 ans, elle fait un simple signe de croix. Et maintenant que la chambre est en ordre, elle n'a plus qu'à penser douloureusement en face du mort. Elle s'est assise dans un coin, les bras croisés, la tête penchée, les chauds reflets de la bougie vacillent sur son visage terreux. Jusqu'à présent, elle a vécu en halluciné dans un cauchemar, dans une sorte d'irréel. Mais avec l'immobilité et le silence, elle rentre dans la froide réalité. Et elle ressent seulement à présent l'impression d'un immense isolement. Seule, toute seule. La maison est vide, les 3 hommes sont morts. Des souvenirs lui passent par l'esprit, des petits faits, des détails isolés. L'intonation de leur voix, même les colères du père, tout cela mêlé, confus. Alors elle se met à pleurer, lentement. Un dernier regard, elle va replacer le suaire. Mais voici qu'elle aperçoit une chose qui luit à la main crispée au fond du cercueil. Sans répulsion, elle saisit le poignet, soulève le membre raidi et se penche. Ce qui brille est un anneau d'argent, une alliance enfoncée dans la chair grésillée. Alors, elle pousse un cri d'horreur et lâchant la main du mort, elle reste droite, la face rigide et blême. Le vent ulule sous la porte, une larme de cire tombe de la bougie.
Dans le silence lugubre, le cercueil fait de nouveau entendre un long et sinistre craquement. Tout à coup, elle s'affaissa sur les genoux, ses mains lui couvrant le visage, et voici qu'à voix basse, elle murmure « Oh, mon pauvre homme, ce n'est donc pas toi qui es là ?» Sans heurter à la porte, un employé de la compagnie, celui-là même qui présidait à la reconnaissance des cadavres, entre et dit en déposant un papier sur la table « Tenez, voilà l'acte de décès. » Aussitôt, elle se précipite et s'accroche à lui. « Oh, monsieur, venez voir, ce n'est pas mon mari que j'ai ramené. » « Comment ce n'est pas votre mari? Mais vous avez reconnu le cadavre devant témoin. J'ai fait dresser l'acte de décès. Toutes les formalités sont remplies. » « Non, monsieur. Bien sûr que non, que ce n'est pas mon mari, vu que cet homme-là, il a une alliance et que mon mari n'en avait point. » L'employé, très contrarié, réfléchit un instant, puis brusquement il fait un grand geste. « Ah bah tant pis, gardez-le quand même. » Et voici la fin de ces quelques extraits de ce livre que je recommande vivement. À bientôt sur Isadora BC.